Togo, nous allons parler de la décision rendue par la Cour constitutionnelle ce vendredi. La Cour constitutionnelle qui finalement a situé toute l'opinion sur les candidats retenus pour concourir pour le scrutin présidentiel du 22 février, dont le premier tour c'est le 22 février prochain. Eh bien, ils seront finalement 7 candidats en lice. Il faut le dire, la Commission électorale nationale indépendante avait enregistré 9 dossiers. Eh bien, 2 ont été invalidés. Il s'agit des candidatures du docteur Kodjovi Aubin-Ton pour défaut de nombre suffisant de parrainage et également de la candidature de Innocent Kagbara pour irrégularité. Comme Mayaba, vous avez été surpris par ces invalidations? Oui, surpris parce que, comme on s'est dit, pouvoir être à la tête d'un pays, il faut peut-être pas piétiner certaines choses. Je crois que, est-ce que, la question me pose, est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle? Si aujourd'hui, cette Cour a pu invalider certaines candidatures, cela voudrait dire que ces candidatures n'ont pas respecté toutes les règles établies, toutes les consignes données. Et donc, c'est regrettable, mais je crois que ça fait déjà une leçon pour ceux qui voudraient bien sûr que demain, s'il faut aller encore à cette école, il faut vraiment que les gens prennent de la mesure. Et peut-être que ces 2 qu'on a rejetés nourrissaient d'ambition, puisqu'ils ont vite déclaré leur candidature et ils ont déjà pratiquement fait le terrain. Et la plupart, enfin, les 2, moi j'ai vu Ton et puis Kagbara, chaque fois quand sur les créneaux à l'intérieur du pays et tout, ils étaient sur le terrain. Ça serait regrettable que, bon, je ne sais pas comment ça va se faire, quelle consigne de vote il va donner. Ce serait dommage, mais c'est la règle, il faut la respecter. Et bon, personne, je crois que lui-même, il est conscient qu'on n'a pas triché. C'est sûr on attend sa réaction. On attend sa réaction. J'ai lu en tout cas sur les réseaux sociaux qu'il se prépare à réagir dans les heures. Bon, on attend sa réaction, alors que malheureusement, c'est le dernier recours. Oui, il n'y a plus d'autres paliers. Il n'y a plus d'autres paliers, je crois que... bon, c'est vrai, moi je dis c'est une école, c'est un cas de figure, c'est une école pour les prochaines fois, que les gens puissent Vivien, se présenter. On dira quoi? Dura lex, sed lex? Vous savez, il faut d'abord féliciter les 7 qui ont été retenus. Curieusement, bon, nous avons 7 membres de la Cour constitutionnelle pour le voir. Je savais que vous allez dire ça. Et il y a 7 candidats qui sont réunis. Je vais demander pratiquement après 7 jours. Je vais demander à ceux qui font la numérologie de pratiquement après 7 jours de la clôture du dépôt. Les gars, donc le nombre, le chiffre 7 doit peut-être porter bonheur cette année au Togo, 2020. Alors, pour être sérieux, je pense que il faut saluer le travail de la Cour constitutionnelle qui c'est pas un travail facile. Et il faut féliciter tous les candidats, les 10 au début. Et il y a M. Dovi Sauter qui s'est désisté. Et puis les 9 qui ont été retenus, envoyés là-bas. Et finalement, on a les 7 qui vont faire quand même la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, je vais répéter une proposition que j'ai eu à faire en 2010, en disant que si nous savons que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, reçoit les dossiers qui sont en ordre pour les envoyer en bloc à la Cour constitutionnelle qui doit valider. Si on a constaté depuis les années que la CENI, au début CEN, est devenue CENI, fonctionne, on a constaté qu'il y a des dossiers qui sont recalés automatiquement par la CENI. Comment comprendre qu'il y ait des insuffisances encore pour que les dossiers soient rejetés par la Cour constitutionnelle? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Étant donné que la CENI avait la possibilité de vérifier les dossiers et la CENI a eu à rejeter certains dossiers parce qu'il manquait des choses, il faudrait qu'on revoie nos tests pour que la CENI soit capable de te dire, en vérifiant les dossiers, que tu as tous les dossiers qu'il faut, mais peut-être que ton casier judiciaire, il y a tel défaut. Et là, le candidat, s'il peut rapidement corriger, il corrige.
Parce qu'il faut quand même, comme on dit chez nous... Mais est-ce que vous dites c'est intéressant dans la mesure où les candidats eux-mêmes s'y prennent à temps? Voilà. Ils arrivent pratiquement le dernier jour. Le dernier jour, c'est la pratique au Togo. Tout le monde observe l'autre et c'est le jour de la clôture qu'on vient déposer et pratiquement avant 23 heures. Alors, aujourd'hui, je me dis, quand on veut être candidat déjà en 2025, il faudrait que dès 2020, qu'on commence par préparer son dossier, qu'on vérifie les choses, qu'on s'entoure des juristes, qu'on s'entoure des professionnels de la communication, qu'on s'entoure des spécialistes dans chaque domaine, comme on forme un gouvernement, pour qu'il n'y ait pas de défaillance. Mais au niveau de la CENI, je pense qu'à l'état actuel de nos tests, la CENI ne peut pas te dire que ton dossier là, si on voit, il y a point virgule qui manque ici. Mais si la CENI constate qu'on a demandé l'acte de naissance, l'acte de certificat de nationalité, et que tu as tout ça là, la CENI enregistre. Maintenant, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on vérifie, on voit que ton certificat de nationalité là, c'est un faux ou bien il y a un problème de date et on te recale. Donc, on aurait pu simplifier la tâche aux candidats en général en permettant à la CENI... Si elle fait comme ça, à quoi va servir la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est l'institution qui donne la dernière décision. Oui, c'est comme par exemple si on prend les résultats des élections municipales. C'est la CENI qui fait la proclamation des résultats provisoires et c'est la Cour suprême qui valide les résultats. Donc, étant donné qu'on ne donne plus de possibilités aux candidats de faire des recours, il faudrait qu'au niveau de la CENI déjà, s'il y a de ces erreurs, qu'on puisse le signaler. Ça n'existe pas encore dans nos tests. Les tests ne le permettent pas. Ce que dit Vivien est intéressant, mais en même temps, je pense qu'il y a une réponse très claire. Par exemple, si on prend le cas du professeur Wolou, qui était allé et son dossier ne contenait pas le récépissé de cautionnement, mais il était venu la veille, il a eu le temps de corriger. Bien sûr. Il est revenu déposer. Si tout le monde s'y prenait à temps, alors il n'y aurait pas de problème. Mais en l'espèce, c'est que vous amenez votre dossier, la CENI regarde, on a demandé naissance, ça s'y trouve. Voilà. On a demandé ceci, ça s'y trouve. Oui. C'est pas elle qui contrôle si, par exemple, vous avez les 2000 signatures. Elle ne va pas compter les signatures. Ça, c'est le travail de la Cour constitutionnelle. Oui, mais le problème, c'est que je crois que la Cour constitutionnelle a ses prérogatives. Pas cette prérogative à d'essuyer sur lesquels les points sur lesquels elle doit statuer. Ce n'est pas, quand vous prenez la CENI par exemple, vous amenez le dossier en bloc, est-ce qu'il y a dans nos textes, quelque part où c'est prévu, vous amenez les textes, vos dossiers, et la CENI vérifie, après vérification maintenant, est-ce que si la CENI constate qu'il y a des irrégularités, peut appeler le candidat pour le notifier? Non, ce qui se passe, c'est que quand vous amenez les dossiers, le code électoral cite ce qui compose le dossier. S'il y a manque de dossier, la CENI elle ne reçoit pas, elle ne prend pas. Donc, vous pouvez corriger et ramener. Déposer. Si c'est conforme, elle enregistre. Ça veut dire que la CENI ne fait qu'un travail de dossier, d'enregistrement justement. Oui, mais c'est dossier qui comporte les pièces. C'est ça. Si les pièces sont à jour, la CENI reçoit votre dossier. Voilà. Mais quand il s'agit du fond des dossiers... Les pièces, ça c'est la Cour constitutionnelle. Et c'est ce que j'ai dit, on peut faire maintenant l'innovation. Oui, mais là, pour que la CENI d'être jugée partie. Non, pas jugée partie. Si la CENI voit que votre dossier en forme, justement, pourquoi ne pas, c'est qu'on lui rende cette compétence. Pourquoi on ne peut pas lui donner cette compétence dans les jours à venir? La Cour constitutionnelle, elle va servir à quoi? C'est ça aussi la question. Vous savez, la loi dit que tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que la Cour détermine la présomption d'innocence. Et avant qu'on ne vous condamne, il faut qu'on vous donne la possibilité. Mais ici, il n'y a pas de de tribunal de première instance, de tribunal de haute cour, ainsi de suite. Ici, tu viens avec les dossiers au niveau de la CENI. Si la CENI constate que tous les éléments cités par nos tests se retrouvent dans ton dossier, la CENI l'accepte. Même si la CENI constate que ton acte de naissance est un acte erroné, il accepte. Elle n'a même pas constaté. Elle enregistre. Elle enregistre. Il y a une naissance. On n'en disconvient pas. À l'état actuel, c'est ça. Maintenant, je dis, par rapport à la jurisprudence, on peut faire une innovation. Et le travail de la Cour constitutionnelle, c'est de valider, parce que même les cas
où la CENI ne peut pas s'entendre là-dessus au niveau des résultats, la CENI transmet ces cas-là à la Cour constitutionnelle. Moi, je comprends ce que pour les résultats, on peut comprendre. Mais là, il s'agit de dossiers. Oui. Si vous dites qu'on donne le pouvoir à la CENI de contrôler et de trouver que tout est vraiment conforme, même dans le fond, ça veut dire que les dossiers n'ont même plus besoin d'aller à la Cour constitutionnelle. C'est déjà validé. Non, mais ce n'est pas la CENI qui est l'institution compétente pour donner la liste définitive. Vous savez, même si la CENI, prenons la proclamation, si la CENI proclame un président provisoirement élu, il appartient à la Cour constitutionnelle de valider d'abord avant que cela ne devienne réalité. Alors, moi, ce n'est les recours. Moi, ce n'est qu'une proposition que je suis en train de faire. On peut faire une innovation et voir comment éviter de pareils cas. Parce que ce n'est pas intéressant que, au niveau de la CENI, les dossiers soient recevables. Et que dans la forme. Oui, dans la forme. Maintenant, la Cour, c'est le fond. Et la Cour s'occupe du fond. Ouais. Je crois qu'il faudrait que les constitutionnalistes planchent là-dessus. Aidons nos futurs candidats à ne pas perdre effectivement en même temps que espoir. On est dans une élection présidentielle et ce n'est pas le travail d'une seule personne. On s'imagine que chaque candidat est entouré d'une équipe de professionnels, de juristes, de tout ce que nous voulons, qui doivent vérifier à la lettre que les dossiers, dans le fond, sont conformes. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est pourquoi je dis la CENI ne peut pas se substituer au rôle de la Cour constitutionnelle. Parce que le fond, quand on dit on veut être candidat pour accéder un jour à la magistrature suprême, ce n'est pas sortir un petit matin et puis commencer à le faire. C'est un travail de fond. Et il doit avoir toute une équipe qui doit être placée pour cela. Donc ces juristes, ceux qui doivent étudier le fond du dossier, savent que si les pièces sont à jour, que la CENI a accepté d'enregistrer les dossiers, ça veut dire que si on transmet ça à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle se chargera du fond du dossier. Et dans ce fond, c'est l'équipe même du candidat qui a eu à faire le travail, qui ont eu à faire le travail, qui aurait à faire, puisque quand on rejette, ça veut dire que le travail qu'ont fait les juristes ou toute l'équipe le travail a été mal fait. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais je vais vous donner un cas d'exemple. En 2010, la CENI a enregistré 2 candidatures pour un seul parti. Tout le monde connaît le parti. Oui. Et la CENI, au cours de la conférence de presse, nous a expliqué qu'il y a 2 candidats du même parti qui sont venus déposer. Et elle a enregistré. Et la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle qui a finalement décidé, compte tenu effectivement du fond des dossiers, d'écarter un candidat. Mais je pense que ce serait plus simple que la CENI, en se fondant sur les tests, si on lui donne ces prérogatives-là, au lieu d'enregistrer les 2 candidatures du même parti, se fonde sur les tests pour dire, bon écoutez, il faut qu'il y ait une investiture du parti. Donc, tant que... Non, c'est dans les tests. Voilà, tant qu'on n'a pas l'investiture de tel candidat, nous, on ne peut pas l'accepter. Ça facilite les choses. Mais ce n'est pas forcé. Vous savez, une loi doit évoluer. Donc, ensemble, nous, les citoyens togolais, nous pouvons voir si nous ne pouvons pas faire des innovations. Mais en l'état, ceux qui sont des candidats, qui veulent diriger ce pays, on ne peut pas effectivement comprendre qu'il y ait des manquements dans leur dossier. Oui. Si tu veux devenir président, c'est que tu t'es préparé pour ça. C'est que tu t'es préparé. Et pour ça, si tu deviens président, tu devras nommer un premier ministre, tu devras former un gouvernement, tu devras avoir ton cabinet, tu dois avoir des conseils chargés d'eux. Et c'est en cela qu'il faut saluer la politique de M. Eden Kodjo, qui déjà dans son parti a essayé d'instaurer un système où il y a pratiquement les futurs ministres d'eux. Les postes sont répartis de telle sorte que vous avez comme l'impression qu'il y a un gouvernement autour de M. Kodjo Edem. Et ça, les partis politiques doivent tricher là-dessus. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des manquements dans les dossiers pour qu'on puisse les rejeter. Je ne parle pas des 2 cas actuels, parce qu'il faut se fonder sur ce que la Cour constitutionnelle a dit. Il y a eu un problème de signature pour la candidature de M. Ton. En fait, il a réuni les 2000 signatures, sauf que les 2000 signatures étaient censées provenir de au moins 10 préfectures sur les 39 préfectures. Donc, il en a eu
les 2000, mais ce n'est pas équitablement réparti sur 10 préfectures de notre pays. Pour le cas de M. Kagbara, c'était un problème suivant les informations que nous avons, c'était un problème du certificat de résidence. Alors, en l'état, je crois que M. Kagbara a présenté effectivement un certificat de résidence, mais il y aurait eu des problèmes à ce niveau. Parce que quand on dit irrégularité, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens n'arrivent pas à aller au fond de ce qui s'est passé. Ce n'est pas que M. Kagbara aurait fourni de faux documents, mais au niveau de... Dossier irrégulier. Dossier irrégulier, voilà. Donc, je crois que c'est pas bien parce que il aurait fallu qu'on fasse encore plus de recoupement, de recherche et qu'on évite ces problèmes parce que vous savez, les militants souvent sont déçus quand il y a de ces gens de problèmes. Dr Ton a annoncé sa candidature depuis 2016. Monsieur Kagbara est le président actuel d'un parti PDP qui est au Parlement. Donc, vous voyez la déception au niveau des militants et ses partisans. Donc, il est important que ceux qui sont des candidats ou ceux qui veulent diriger le pays fassent tout et tout pour que leur équipe les aide à travailler pour éviter de ces problèmes. On a senti sur le rejet de ces deux dossiers, et curieusement, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. Quand on regarde les deux dossiers, c'est les deux jeunes candidats, les plus jeunes candidats qui ont été rejetés. On a senti beaucoup de déception. Oui, beaucoup de déception. Ça, il faut le dire, parce que chaque fois, même tout le monde parle de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui est mise au carreau. Actuellement, dans la compétition, c'est les deux jeunes qui aspiraient peut-être accéder à la magistrature suprême qu'on a rejeté le candidat. C'est déplorable. Est-ce que c'est l'inexpérience qui, justement, a joué, ou peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées dans ce jeu, mais je ne saurais le dire. Mais ce qu'il faut regretter, c'est qu'on dit la jeunesse, et voilà, la jeunesse aussi ne répond pas sur tous les critères. Non, est-ce que la jeunesse ne répond pas? Il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des erreurs au niveau de leur dossier. Voilà. La jeunesse, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que ces deux erreurs proviennent de la jeunesse. Non, pas de la jeunesse. Oui, ces deux erreurs proviennent des équipes qui entourent les deux candidats les plus jeunes. Oui, mais et curieusement, Samuel, vous allez constater que tous ceux qui sont retenus, les 7, sont les anciens candidats. Oui. C'est-à-dire que des gens qui ont déjà compétit. C'est pourquoi il n'y a pas de l'expérience. Il y a quand même des nouveaux, docteur Kwessan, professeur Woulou. Professeur Woulou, oui, c'est vrai. Il y a professeur Woulou et puis docteur Kwessan. Mais il faut que docteur Kwessan avait directement soutenu un candidat très récemment. Professeur Woulou, au niveau du PSR, ils avaient présenté Daoukou Péré comme candidat une fois. Après, en coalition, ils ont soutenu. Donc, c'est comme les habitués. Les expérimentés. Bon, est-ce que c'est expérimenté? Le mot est très fort. Non, ils sont expérimentés. De la compétition, voilà. Ils se retrouvent encore ensemble à cette... Là, je dis au niveau de la CENI, je ne sais pas si après avoir déposé le dossier, je ne sais pas, si on constate que le dossier souffre de certaines irrégularités, est-ce qu'on est en droit d'aller reproduire un autre dossier pour amener, ou c'est déjà enregistré, Non, jusqu'à l'heure de clôture, vous avez le droit de changer. Oui. Donc c'est pourquoi après le dépôt, les gens devaient faire le parcours de ce qu'ils ont envoyé, puisque je crois qu'ils doivent... De toute façon, je pense que pour ces deux, ils ne se sont jamais dit qu'ils étaient dans l'irrégularité ou quoi que ce soit. C'est la cour, parce que c'est des sages qui sont là-bas. C'est la surprise. Qui regardent, qui vont au fond des choses et qui constatent que sur le fond, il y a un problème. Oui, mais ça vient sur ce plan aussi. Parce que ce que je s'ils advenaient qu'ils acceptaient, c'est-à-dire que le rejet dans son ensemble, c'est que s'ils venaient à comprendre ou à accepter que c'est vrai, ce que la Cour a donné comme décision, c'est réel, j'ai manqué ceci. C'est pourquoi je dis, en principe, il devait avoir copie du dossier. Après le dépôt, ça devait se faire à temps aussi. Après le dépôt, faire le parcours du dossier pour voir est-ce que quelque chose a manqué, parce que quand on parle du fond, pour eux-mêmes, parce qu'il y a une équipe qui se charge de ça. Il peut y avoir des erreurs, certes, qui peuvent se glisser, qui peuvent glisser dans tel dossier. Donc,
ça devait faire un travail de tous les jours. Les gens pouvaient revenir là-dessus. On ne peut pas préparer un dossier un seul jour, on le laisse, on dit Dieu s'y quitte. Non, on pouvait, si cette possibilité est donnée, à condition de le faire plus tôt. Oui. Et puis, régulièrement, pour revenir là-dessus. Vous savez, en réalité, les candidats sont censés maîtriser tous les tests qui concernent le dépôt de candidature. Et leurs équipes sont censées les aider pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et je ne pense pas qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, le problème se pose. Il y a effectivement les critères, vous remplissez les critères, on vous laisse passer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'ancien candidat Kofi Yagnam. Un problème de naissance. En fait, en France, on n'accepte pas qu'on dise never. Donc, arrivé en France, il a essayé de rationaliser son document pour être conforme. Ancien ministre de français, ancien secrétaire d'État français. Donc, revenu dans son pays, on lui dit, mais attention, il y a un problème au niveau de l'âge de naissance. Donc, et ça devrait faire jurisprudence, ça devrait faire cas d'école pour les futurs candidats. Et je pense que ceux qui ont été recalés cette année vont revenir dans 5 ans pour compétir encore. Et il faudrait que dès maintenant, si vous voulez devenir un jour président comme moi, comme toi, comme... moi, j'ai pas envie. Bon, moi, j'ai envie. J'ai pas envie de me faire des cheveux blancs. Non, donc, c'est une façon de parler. Je m'en fais déjà des cheveux blancs. Mais non, il n'est pas étiqueté au dos de quelqu'un. Toi, tu peux devenir président. Tout le monde peut devenir président. Sûr, tout le monde est alors, il faudrait que dès maintenant, on comprenne que la présidentielle se prépare en 5 ans au moins. Ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans, parce qu'il faut éviter d'avoir des problèmes. Et en cela, j'apprécie un candidat, le candidat Jean-Pierre Fabre, qui, sachant qu'il serait candidat, se prépare très tôt pour avoir tous les documents effectivement à jour. Et c'est important que de tels problèmes ne se reposent plus, puisque ça gêne vos militants. Quand vos militants ont déjà commandé les t-shirts, ont commencé par faire la pré-campagne, et puis on leur dit le patron n'est pas retenu, ce n'est pas bien. Et pour un parti comme le PDP, qui est un parti parlementaire, ce n'est pas bien ce qui s'est passé. C'est dommage, c'est regrettable, mais il faudrait que, déjà, s'il veut être le jeune de 39 ans, Innocent Kagbala, s'il veut toujours aspirer à ce fauteuil présidentiel, il faudrait qu'il relève ce problème. En l'espèce, pour ce qui a été fait aujourd'hui, il n'y a aucun reproche à faire à la Cour constitutionnelle. Elle a fait son job. Oui. Pour moi, pour le moment, la Cour a fait son job parce que les 2 candidats, ils n'ont pas encore fait une déclaration. Bon, même s'ils ont fait une déclaration, je crois que... Officiellement, ils n'en ont pas encore fait. Et si la Cour a reconstaté ces irrégularités qu'elle a eu à rejeter des dossiers, je crois que c'est une Cour qui a de l'expérience. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des gens qui n'ont pas l'expérience de la chose, c'est des gens qui maîtrisent leur job. Et aujourd'hui, le travail qu'ils ont rendu, je crois que ça va être un travail potable. Mais aussi, moi je suis en train de craindre quelque chose. Les 2 candidatures rejetées, on risque d'assister ou de constater le fort taux d'abstention. Parce que si les gens là avaient leur électorat, les militants qui doivent voter. Maintenant, je ne sais pas si après ils vont donner des consignes. Oui, mais justement, ils n'ont pas encore donné consignes pour dire de s'abstenir ou non. Donc, on verra. Peut-être qu'ils vont soutenir d'autres candidats. Ou peut-être ils ne donneront pas de consignes de vote. Bon, quitte à chaque militant de prendre sa disposition de ses responsabilités. Puisque quand on ne donne pas de consignes de vote, tu es libre de faire ce que tu veux. Le militant est libre. Tu peux voter ou non. Donc, dans ce cas, nous souhaitons que les forts taux d'abstention que nous constatons déjà, moi je ne trouve pas ça bien parce que quand il y a certains Togolais qui doivent accomplir leur devoir civique et ils ne le font pas, et ils se disent non, que ceci, par rapport à ça, je ne me tiens pas, ça ne donne pas une bonne image par rapport au résultat même qu'on donne. Si on dit nous sommes 1 million et que peut-être c'est 10 000 qui ont voté, et bon, c'est vrai que c'est légal, mais vous n'êtes pas légitime. Voilà, c'est aussi ces aspects qu'il faut, noter. Sur le même sujet, mais dans un autre volet, je me rappelle dès le départ quand tout le monde avait commencé par dire je serai candidat, ça ressemblait plus à une foire au yo-yo. Aujourd'hui, avec tout ça, on est à 7 candidats. C'est acceptable? Bon, vous savez, ce n'est pas tant le nombre qui pose problème.
Le danger, effectivement, et nous avons essayé d'attirer l'attention des acteurs politiques là-dessus, c'est que nous sommes à une élection à 2 tours. 2 tours, ça veut dire que si au premier tour, un candidat a 50% plus une voix, ça veut dire qu'il passe. Alors, c'est dangereux. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas tellement de moyens pour faire une très bonne campagne. Et il y a des partis qui en ont plein. La loi parle de ne pas dépasser 500 millions pour la campagne électorale officiellement. Mais tout le monde sait que des fois, on peut aller jusqu'à 23 milliards si on a plus d'argent. Donc, si vous êtes nombreux au niveau de l'opposition et vous voulez affronter le candidat au pouvoir, mathématiquement, on peut dire que vous êtes mal parti. Sauf que c'est au peuple de décider. Et les peuples savent décider souvent. C'est les peuples qui sanctionnent dans les urnes, c'est les peuples qui proclament dans les urnes, c'est les peuples qui choisissent dans les urnes. Et pour le cas du Togo, il aurait été très intéressant d'avoir 2 ou 3 candidats en face de M. Faure Gnassingbé, le président sortant et le président national du NIR, pour que le match soit vraiment un match entre Messi et puis Ronaldo et Adebayor Sheyi. Mais aujourd'hui, on a effectivement 1 contre 6, si on fait le calcul par tendance. Donc 1 contre 6, les 6 doivent se partager pratiquement le même électorat, l'électorat qui est pro-opposition. Donc le problème, c'est que c'est mal parti. Maintenant, il appartient aux opposants qui sont en compétition de faire une vraie campagne, de sortir les moyens financiers, d'utiliser tous les canaux, d'aller sur le terrain, de toucher le Togolais en milieu rural et partout pour pouvoir avoir de bons résultats. D'accord. Aller sur le terrain, pour le moment, ils sont encore très concentrés dans la capitale. On verra dans les jours à venir. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis.